bienvenue à cette nouvelle édition de Farah to the Top. Alors aujourd'hui avec nous un champion, Reiho Shin et son papa, Yorana Reiho. Et bonne année puisqu'on commence tout juste l'année 2016. Bonne année à tout le monde et bonne année à vous. Voilà. Alors Farah to the Top, ça commence toujours un peu par la même question. Qu'est-ce qui fait de toi un Tamali Farah? Un Tamali Farah parce que j'ai grandi dans les quartiers de Pamatei. Là-haut, j'ai toujours depuis mon enfance, j'ai vécu à Pamatei. J'étais j'allais jouer au billes comme tous les jeunes, j'allais jouer au coq et tout. Donc y avait pas encore de club à l'époque à Farah, donc du coup j'allais m'entraîner après à Pirée. Mais souvent je m'entraînais à la maison avec le papa, les footings pour et tout ça, Pamatei, la montée, je les connais par cœur, quoi. On va quand même saluer le papa qui est ici, puisqu'en général, il n'y a pas de hasard, quand on devient champion, c'est le terreau était bon, le terreau familial était bon. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient un peu cette passion pour les arts martiaux? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans la famille? Est-ce que toi-même tu pratiques les arts martiaux? Non, pas du tout. Je fais pas d'arts martiaux. Ouais, sportif, je faisais un peu de foot, comme ça, en loisir, là. Et beaucoup de rame. Je faisais de la rame, j'étais avec nuit, tout ça. Et puis, nous aussi, on a grandi à Farah. Je suis un peu de Moniva depuis ma naissance jusqu'à, il y a pas très longtemps, je suis parti à Montaïa, Alors, raconte-nous, les arts martiaux, le taekwondo en l'occurrence, ça t'a pris à quel âge? C'était peut-être à l'âge de 5-6 ans, on commençait à regarder des films, il y avait l'époque de Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li. On était tous dans le salon, on regardait tout ça. Et à la fin de chaque film, j'allais sur papa, je faisais mes petites prises, j'étais là, je voulais faire des coups de pied sautés. Et à un moment, il y avait un copain en maternelle, je crois bien, qui faisait du taekwondo. Et j'ai testé comme ça, et puis après, très vite, j'ai commencé à progresser. Puis papa, il a vu que je commençais à avoir un bon niveau. Donc du coup, il a commencé à laisser son sport pour me suivre vraiment de très près, il était là à chaque entraînement, il était présent et il me suivait tous les jours sur les compétitions, les footings, il était derrière moi. Donc ça a commencé de là. Vraiment, en étant jeune, c'était des petits films comme ça. J'étais fan de Bruce Lee et Jackie Chan et au final, j'avais vraiment envie de faire comme eux, quoi. Et puis papa aussi, il aimait bien quand même les sports de combat. À la télé, c'était souvent de la boxe qui passait, de la boxe thaï, on se réunissait. Le grand-père aussi qui aimait bien les sports de combat, qui avant aussi entraîné un peu les jeunes à la boxe. Donc j'avais grandi aussi un peu dans ce milieu-là où je pense que comme tout Polynésien, on aime les sports de combat. Donc j'ai voulu me lancer dedans. Et alors, pourquoi le taekwondo en particulier? Pourquoi pas la boxe, le karaté, le jiu-jitsu et tout ce qui est MMA, c'était pas encore... C'est beaucoup plus récent, mais à l'époque, il y avait quand même le karaté, le judo, le taekwondo. Pourquoi le taekwondo? Après, le taekwondo, parce que je trouvais que c'est celui où je le trouvais plus les coups de pied spectaculaires, les coups de pied sautés, les coups de pied... parce qu'après, j'ai fait aussi un peu de boxe, mais vraiment, taekwondo, ce que j'ai adoré, c'est la beauté du geste, c'est le fait de passer un coup de pied, retourner, sauter, et parce qu'après le karaté, c'est vrai que ça se ressemble un peu, mais je crois qu'au karaté, ils retiennent leur coup, alors que le taekwondo, vraiment, c'est il y a vraiment du combat, quoi. Donc c'est ça qui m'a attiré, c'est le fait de voler, tourner dans tous les sens et toucher l'adversaire, quoi. Le côté aérien. C'est plutôt, aujourd'hui, mon style de combat, c'est vraiment les coups de pied sautés, c'est un coup de pied, c'est un style aérien, un style, on m'appelle un peu en France l'artiste, quoi, parce que j'aime bien sauter et impressionner un peu le public et même m'impressionner moi-même, parce que je suis content lorsque je passe un coup de pied retourné bien placé. Je suis content d'envoyer la vidéo à papa, ou même moi, je me regarde et tout, et je suis vraiment satisfait de ce que j'ai passé, quoi. Comment se passe la transition de je fais du taekwondo parce que j'ai envie de faire comme Bruce Lee, je trouve ça sympa, cool, à je m'entraîne dur tous les jours et j'ai envie de devenir champion? À quel moment le point d'inflexion il se situe où, le point d'inflexion? Alors je pense que c'était arrivé un peu au collège où déjà au collège à la compétition un peu avec les crosses, tout ça, où j'avais envie aussi d'être le meilleur, où là j'ai commencé à courir moi-même déjà aussi pour être le meilleur à l'école, même au niveau des notes, j'avais toujours envie d'être le meilleur, j'avais envie d'être premier de la classe. Donc il y avait les crosses, je voulais être premier de la classe, et sur les compétitions aussi, mon entraîneur me commençait à mettre sur des compètes et je déteste perdre. Je pense que tout champion, en
on déteste voilà la défaite, même si voilà ça peut nous apporter aussi pas mal de choses, mais j'étais mauvais perdant, donc j'avais toujours envie de finir premier, de repousser mes limites. Et voilà, et la première fois on m'avait convoqué pour les championnats de France. Je devais être en Benjamin, je devais être en 5e peut-être. Ouais. J'étais Benjamin et on m'a sélectionné du coup pour partir en France. Et la première expérience, bon, j'échoue de peu en quart de finale, et pour moi ça m'a attristé d'avoir fait tout ce voyage et échoué au pied du podium. Et depuis là, je suis revenu et puis j'avais envie de m'entraîner pour vraiment retourner là-bas et prendre ma revanche. Et l'année d'après, ça a été, je suis devenu champion de France et là, ça a commencé à la carrière. L'envie d'être le meilleur, c'est on est avec ou ça a été inculqué par le papa et maman? Je pense que c'est peut-être par rapport à moi, parce que quand j'ai commencé à suivre mon fils, j'ai commencé à poser pas des ultimatums, mais des bases. Si on fait ça, c'est pour avoir un résultat. Et il n'est pas question de perdre ou quoi que ce soit, quoi. Même si on sait très bien que bon, il y a toujours meilleur que ça. Quand on se donne l'enfance, c'est pour être sur le podium, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et dès très jeune, ouais. Mais c'est vrai, dès très jeune, quand j'ai commencé à m'occuper de mon fils, j'ai arrêté un peu la rame, tout ça. Je me suis focalisé sur mon fils depuis l'âge de 6 ans, quoi. Et jusqu'à 14, après 15 ans, il a voulu prendre son envol, partir en France. Bon, du coup, on le suivait d'ici. Des fois, au téléphone, il disait pour faire ça. On était toujours derrière. Bon, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise maintenant? Rien du tout. Juste de faire attention, quoi. Juste pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que moi ce matin, quand j'ai dit à mon fils que j'interviewais Reo Shin, il m'a dit « Oh, Reo Shin, super champion et tout ». Bon, apparemment, tu es connu des jeunes, vachement connus. Est-ce que tu peux nous rappeler, de manière synthétique, ton palmarès depuis ta première victoire, ta première médaille de petit garçon jusqu'à la dernière? Bon, moi je me rappelle de ma première compète, je crois que c'était en 2000, j'avais ramené une petite coupe, j'avais fini 3e, en perdant contre mon meilleur ami aujourd'hui, Manutei Godenzi. Bon, c'était encore du critérium, on tapait dans le vide, mais c'était ma toute première coupe que j'ai ramenée à la maison. Et ensuite, voilà, les compètes se sont enchaînées, j'ai fini champion de Polynésie, bon, je sais plus à quel âge, parce que quand même ça remonte. Et j'ai été sélectionné pour les championnats de France, donc premier championnat de France je perds. L'année d'après, en 2006, je fais champion de France minime. Et là, j'enchaîne minime 2 l'année d'après, KD1, KD2, junior, senior, espoir. J'ai enchaîné les titres nationaux. Du coup, je suis à 8 ou 9 fois champion de France. Ah oui, quand même. Donc voilà, et puis et après en fait j'ai tapé dans l'œil des sélectionneurs, ils ont vu que je ramenais des médailles, ils m'ont du coup proposé une sortie en équipe de France en 2009 je crois bien, en Allemagne, et du coup j'ai foncé, première expérience à l'international, et je suis le seul à ramener la médaille d'or, je crois le seul garçon. Du coup ils étaient tous satisfaits de mon résultat, les coachs, et m'ont sélectionné pour les championnats d'Europe junior. Je finis 3e, j'échoue de peu en demi-finale, mais voilà. Et juste après, ils me proposent l'équipe de France. Et là, on commençait à voyager à travers le monde entier. J'ai découvert pas mal de pays, acquis beaucoup d'expérience. Et puis voilà, j'ai fini vice-champion d'Europe en 2011. Au Jeux du Pacifique aussi, en 2011, à Nouméa, je ramène la médaille d'or et aussi par l'équipe. Ensuite, je fais... en 2014, c'était ma meilleure saison. Je fais champion du monde universitaire. Je rapporte des médailles d'or aux différents tournois internationaux. Et je commence à sortir les meilleurs. Je rentre dans le top 30 mondial et j'accède au circuit des Grands Prix. Les Grands Prix, en fait, c'est des compétitions qui réunissent les 32 meilleurs mondiaux. Donc c'est vraiment là où il y a que les meilleurs. Et là, j'échoue contre le médaillé olympique américain. J'échoue au point nord. En fait, on a fini au même score et puis c'était le premier qui marquait qui gagne. Mais juste après, voilà, sur une petite compétition en Ukraine, je me blesse et puis bon, voilà, c'est là où du coup c'était un peu, je commence à bien monter et puis là, comme ça stagner un peu et puis là j'attends de voir la suite, quoi. Mais voilà, j'ai ramené pas mal de médailles à l'international, championnat de France et au niveau européen. Bon, au niveau mondial pas encore. Ouais, merci. Alors, je crois que c'était notre deuxième émission, on avait reçu quelqu'un que tu connais certainement, Remuera. Oui, Remuera. Ouais. Et je lui avais posé la question suivante, c'est une question piège, attention, méfie-toi. Quel est ton plus beau combat, c'est-à-dire ta plus belle victoire, et quelle est selon toi ta plus belle défaite, celle qui t'a appris le plus? Ah, c'est que ça, c'est une question, une plus belle victoire. Bon, pour le moment, moi, la défaite là, je l'oublie pas, la plus belle défaite. Bon, la plus belle défaite, c'était au championnat d'Europe l'année dernière. Je joue en quart de finale. J'étais bien parti, pas l'année dernière. Ouais, c'était en 2014, celui-là, l'année où je commençais à ramener pas mal de médailles. Et je tombe contre le numéro 1 de la KT aujourd'hui, un Russe. Et c'était un peu la bête noire de tout le monde. Et moi, c'est la première fois que
je l'affrontais. Et je me dis que ça c'était une belle défaite parce que je suis sorti de là, il m'avait vraiment battu avec beaucoup de points d'écart. Et je dis que c'est une belle défaite parce qu'en fait je suis sorti de là où je me suis dit que voilà, j'avais encore du boulot à faire, que aujourd'hui lui il a été vraiment meilleur que moi, il était au-dessus, et que j'ai quand même tenté tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais toutes mes techniques et tout, j'avais essayé de mettre en place, ça a pas marché, que voilà, derrière il y avait encore autre chose à travailler, et c'était pas un truc où tu perds, tu sors de là, t'as plus envie, t'as envie de baisser les bras et tout. Au contraire, ça m'a donné encore envie de travailler plus pour un jour pouvoir l'affronter et le battre, quoi, prendre ma revanche. Parce que voilà, comme une fois, je disais que j'étais mauvais perdant. Là, cette défaite-là, voilà, je suis sorti de là. Bon, j'étais normal, j'étais énervé, j'étais dégoûté, mais je savais que là, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à chercher, et puis ça m'encourageait, parce que ça veut dire que c'était pas fini, quoi. Il y a encore des choses à apprendre. Je vais pas dire que c'est que le début, mais que voilà, derrière, il y a encore des choses à aller chercher. Donc pour moi, celle-là, c'est une des plus belles défaites, parce que ça m'a appris pas mal de choses. Et la plus belle victoire, je pense que la plus belle victoire, ça va être difficile quand même là. Il y en a tellement. Non, mais je pense que ça va être les championnats du monde universitaire, parce que quand même c'était un événement. J'étais pas très bien parti pour aller décrocher une médaille, puisque j'avais fait un gros régime alimentaire. J'étais pas vraiment bien préparé. Et puis bon, arrivé là-bas, j'ai réussi à me poser. Puis bon, les combats se sont enchaînés. Puis la victoire, quand même champion du monde universitaire. Bon, même si c'est universitaire, c'est quand même le niveau était quand même bien relevé. Donc en finale, ouais, je me rappelle avoir battu un Égyptien qui faisait 1m90, je pense bien, avec une tête de plus que moi. Mais ouais, cette victoire-là, je l'oublie pas, parce que quand même, c'est champion du monde, c'était mon rêve de gamin, quoi. Donc ouais, c'était une de mes plus belles victoires. C'est Mandela, je crois, qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. je connais ce dicton. Quand on fait du taekwondo, on voit beaucoup, par exemple, les boxeurs à un certain niveau visionner les combats de leur adversaire avant, pour se préparer, pour voir un peu, tiens, il est gaucher, machin, c'est quoi sa garde, c'est quoi son coup fétiche. Et en taekwondo, vous faites pareil, à ton niveau, je veux dire, là. Ouais, tout à fait, il y a des entraînements vraiment où on fait que ça, que de l'analyse vidéo. Avant les grandes compétitions, où avec le ranking, on peut déjà déterminer nos adversaires, parce qu'en fait, nous, ça se passe une journée, on peut avoir plusieurs combats. Donc au premier tour, on peut rencontrer le numéro 7 ou le numéro 8. Donc on regarde le ranking, on peut trouver des vidéos de lui sur Internet, tout ça. Et puis voilà, toute la journée, des fois avec nos coachs, on a le stylo, notre petit cahier, et puis on note, voilà, avec sa jambe gauche, il marque plus au visage, sa jambe droite plus en retrait. Donc après, derrière, on met en place des stratégies, parce que vraiment, ça se joue au détail, quoi. Il faut vraiment tout analyser, et c'est pas aller sur l'air du combat et combattre, c'est tout. C'est vraiment derrière, il faut mettre en place pas mal de choses, une stratégie, et puis avec le coach, et bien écouter les consignes, quoi. Je savais qu'on travaille ça, ouais, beaucoup d'analyse vidéo. Et aujourd'hui, donc, tu t'entraînes en métropole, c'est ça? Tu as pris la décision de ouais, donc franchir c'est ça. Le Pacifique, l'Atlantique et l'année. Ouais, au début ça a été difficile, hein. Je me rappelle, j'avais 15 ans et demi, et je suis fils unique, papa, maman les laissaient là, puis je me rappelle la petite copine. Ouais, pour eux ça a dû ouais, c'était difficile, et puis bon, pour moi, parce que voilà, je connaissais pas la France, j'ai pas de famille là-bas, donc bon, c'était un peu la découverte, mais papa il m'a dit, voilà, au moins tente, essaye, comme ça tu vas pas regretter. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je m'entraîne avec les meilleurs Français. Et puis, on s'entraîne à l'INSEP. C'est un centre où on est bien suivi, où il y a aussi Teddy Riner, il y a les lutteurs, tout ça, les Guéno, les frères Guéno, champions olympiques. Et là-bas, on est très bien suivi, quoi. Il y a le staff médical, il y a les massages, il y a les bains chauds, les hammams, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse un jour le décrocher, la médaille olympique. Et en marge du sport, tu poursuis les études, ou tu as terminé les études? Qu'est-ce que... Ouais. Il y a une vie en dehors du sport. Oui, complètement. Pour eux, de toute façon, où on est à l'INSEP, c'est obligatoire, quoi. Il faut réussir dans le taekwondo et les études, quoi. Par exemple, si je ramène de mauvaises notes, une compétition, voilà, on peut me refuser le départ, parce que voilà, tu ramènes des mauvaises notes. Donc pour eux, c'est vraiment important, parce que du jour au lendemain, voilà, j'ai eu une blessure. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Donc du jour au lendemain, ouais, ça peut s'arrêter. Donc il faut assurer quand même ses arrêts, quoi. Il faut avoir quand même un bagage. Donc là, j'avais eu mon bac scientifique, j'ai eu du mal, parce que mon papa aussi était
derrière moi. Pour lui, le plus important, c'était les études, passer avant le taekwondo. Donc, j'ai essayé de mettre à fond. Et puis à l'INSEP, tout est aménagé, les horaires. Donc, ouais, là, j'avais essayé STAPS. Je me suis lancé en STAPS. Bon, malheureusement, quand j'ai eu ma blessure, j'ai baissé les bras non seulement dans le sport, mais aussi les études. Alors que j'avais plus de temps, mais c'était une étape un peu difficile. Limite, je partais en dépression. Et aujourd'hui, je suis en formation pour passer un diplôme d'état, un DE mention taekwondo, quoi. Donc, pour un jour ouvrir un club ou pour au moins avoir l'équivalence d'un bac+2. Et alors, pour les parents, ça se gère comment le départ d'un fils unique, ça doit pas être évident non plus. Pas du tout. C'était compliqué parce que la fois où ils nous ont proposé de prendre Réal dans l'équipe de France, jeune, on est descendu avec la maman en France. On négociait un peu avec les négociateurs de l'équipe de France. Voir comment ça se passe, c'est au niveau financier et tout ce qui va avec. Hein. Mais après, bon, ça s'est bien passé. On a pu négocier, puis ils ont pris en charge Réo à 100%. Mais après, c'est au niveau affectif. C'est dur, quoi. Hein. Tu emmènes ton fils à l'aéroport, il s'en va, tu rentres à la maison, et puis, y a personne dans la maison, quoi. C'est compliqué, quoi. Hein. C'est dur, hein. Enfin, ça a été plus dur pour moi que, je pense, que pour la maman. C'est la maman, elle a mieux géré que moi, encore. Ça a été compliqué, hein. Très, très compliqué. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, aussi, quand il rentre à la maison, il y a toujours le bordel, il y a toujours de la musique, il y a toujours un gant qui traîne là, une chaussette là-bas. Donc, là, il est rentré, il y avait plus rien, tout était propre, tout était calme. Donc, pour eux, c'était un gros changement, quoi. Sinon, à part ça, depuis 6 ans qu'il est en France, bon, ça va mieux, quoi. Hein. Ce qui est compliqué, c'est que quand il revient, et au moment de repartir, c'est juste la première semaine qui est encore difficile. Et après, bon, c'est notre train quotidien, on va au boulot, on revient. De temps en temps, le week-end, on fait Skype, voilà. Ouais. Ça. Alors, Réo, toi qui as maintenant l'expérience de ce qui se fait en métropole au plus haut niveau, à l'INSEP, tu reviens ici de temps en temps. Quel regard tu as sur le niveau du taekwondo local, sur l'organisation des clubs? Est-ce que tu penses que c'est en progrès par rapport à l'époque où toi tu commençais, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait déjà améliorer au niveau local? Quel est ton avis là-dessus? Malheureusement, malheureusement, là, c'est un peu la question où bon, je vais répondre, où je suis on est attristé un peu parce qu'il se passe ici en Polynésie, puisqu'il y a eu la fédération, une ligue qui s'est créée, ça s'est un peu cassé depuis la médaille de Caro aussi aux Jeux, c'était 2012, ça a suivi un peu. Donc ils pensaient que ça allait donner encore un petit coup de pouce aux jeunes et tout, et au final, avec les problèmes qu'il y a eu à la fédération, je connaissais pas mal de jeunes qui ont arrêté le taekwondo, qui sont mis soit au VAA ou autre chose. Mais c'est dommage parce que vraiment ici, il y a un fort potentiel. Les jeunes ici, franchement, limite pour moi, les championnats de Polynésie, ils étaient plus durs que les championnats de France, quoi. Parce que vraiment ici, on a la culture on veut se battre, quoi. Ils aiment les arts martiaux ici, ils aiment le combat, que ce soit du MMA, de la boxe et tout. Les Tahitiens, ils sont vraiment forts pour ça. C'est des guerriers, ils veulent se battre. Donc, c'est dommage parce que ici, les jeunes, il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc, pour moi, mon objectif aussi, c'est un jour de venir et mettre en place un centre pour former ces jeunes, les suivre et permettre de partir et faire des compètes à l'étranger, quoi. Parce que vraiment quelque chose à faire avec ces jeunes-là. Et puis, c'est vrai que ça m'attriste un peu de venir et de voir un peu qu'il y a un club peut-être qui a fermé, il y a un club que ça s'est encore cassé en deux parce qu'il y a un côté qui voulait aller de la ligue ou de la fédération. Donc, j'espère vraiment que tous ces problèmes vont sur les autres, parce que ici, le taekwondo, il n'y a pas que le taekwondo, il y a aussi la boxe et tous les autres sports. Vraiment, il y a un fort potentiel, quoi. Toi qui as fait de la boxe aussi, tu nous disais un petit peu, quel regard tu portes sur ces nouveaux sports de combat émergents, le jiu-jitsu, le MMA? Ça a beaucoup de succès auprès de notre jeunesse, hein. On voit ça. C'est souvent un peu critiqué, hein, pour la violence apparente qui accompagne ces sports. Quel est ton avis là-dessus? Pour moi, mon avis, tant que c'est encadré, en fait, il faut les moyens pour que tous ces sports-là soient encadrés, que ça se passe vraiment avec des arbitres ou les règles et tout, parce que généralement les jeunes ils sont là aussi, ils apprennent, et vu qu'il n'y a pas trop de compétition, il y a rien, du coup c'est la rue et tout, et ça c'est dommage de voir ça. Mais je suis sûr que moi je suis pas contre tout ça, même ça me plaît, j'ai même envie d'apprendre un petit peu plus sur le jiu, le combat au sol et tout, pour peut-être un jour pourquoi pas une reconversion. Mais c'est vrai que c'est un regroupement d'arts martiaux, donc c'est une bonne chose, mais il faut vraiment qu'on puisse encadrer cette discipline-là, et que mais pour ça il faut les moyens, il faut qu'on trouve tout ça. Et puis je suis sûr que ça peut être une bonne chose pour les jeunes si on peut organiser des championnats, et puis
pour ensuite pourquoi pas aller combattre aussi à l'international. Comme je disais, les Tahitiens ils adorent ça, donc je suis sûr que ça peut marcher quoi. Il faut vraiment que ce soit encadré. Oui, des champions, oui, je sais bien avec oui, je suis. Et aussi Reihele, ouais, voilà, je suis tout ça. Bah oui, quand je vois ça, je suis sûr que qui arrivent. Ouais, carrément. Donc je pense qu'il y en a plein d'élèves encore qui sont là, mais voilà, il faut aller les chercher, il faut les former et bien bien enseigner tout ce qu'il faut quoi pour qu'ils puissent réussir dans le haut niveau ou à l'international. Voilà. Alors, on a vu l'an passé, on espère que 2016 va se présenter sous de meilleurs auspices, mais on a vu des événements assez violents chez nous. Est-ce que tu penses que les arts martiaux, les sports de combat en général, quand ils sont bien encadrés, peuvent permettre justement à cette jeunesse, enfin, surtout les mecs, hein, je veux dire, les jeunes mecs, les coqs là, qui sont brûlés d'hormones à cet âge-là, est-ce que tu penses que c'est un moyen pour eux de se défouler, d'apaiser un peu cette ouais, complètement, complètement, parce que nous, c'est ce qui m'arrive quand je m'entraîne pas, là, quand j'ai été blessé, je m'énerve vite avec, soit ma petite copine ou mes amis, pour rien dire, j'avais besoin de me dépenser, donc, pour moi, vraiment, et puis même, je le remarque, c'est que un entraînement, quand t'arrives là, que tu te donnes à fond, ok, t'as peut-être pris des coups, t'as donné des coups, mais quand tu sors de là, t'es KO, t'as fait ce que t'avais à faire. Et quand tu sors de là, il y a quelqu'un qui t'embête. Je sais pas, t'es en mode, c'est bon, j'ai fini. Tu essaies de le zapper, c'est bon, continue, et puis tu te lasses. Alors que moi, franchement, quand j'ai été blessé et que j'arrivais pas à me dépenser, à peine je voyais quelqu'un peut-être me regarder de travers, à la limite, je sentais quelque chose monter en moi, alors que tu sors d'un entraînement, c'est totalement différent. T'es zen, t'as plus envie de te prendre la tête, t'as juste envie de rentrer, te reposer, manger, regarder la télé, et puis te coucher, quoi. Donc, je pense que ça peut quand même aider à certains jeunes de se calmer un petit peu, de se dépenser et puis d'être un peu plus tranquille quoi, que ce soit dans le quartier, sur la route ou chez eux. À ton niveau, parce que là on parle du sport de haut niveau, hein. Bon, il y a l'entraînement, le côté physique, musculaire, etc. Et puis il y a l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire. Pour toi, tu dirais que c'est au même niveau, plus important, moins important? Est-ce que tu suis un régime spécifique à l'approche des compétitions? Je pense que j'avais vu une image là, il y a pas longtemps sur Facebook et c'est tout à fait ça, que t'as beau t'entraîner 10 fois par jour si tu veux, mais si dans la cuisine ça suit pas, au derrière il y a pas de résultat quoi. Donc totalement vrai. À l'INSEP on est suivi, on a des diététiciens, des nutritionnistes qui sont là derrière nous. Et ouais, vraiment c'est très important l'hygiène de vie, le sommeil, que ce soit l'alimentation mais aussi le sommeil quoi. Donc tout ça on est suivi, puis là je me suis blessé et c'est une fois aussi que je me suis blessé que j'ai vraiment réalisé que c'était important parce que je faisais des gros régimes aussi, puisqu'il y a une caté de poids à respecter, je faisais presque jusqu'à 8 kilos de régime, on arrêtait de boire, on prenait des somnifères parce que on dormait pas parce qu'on avait faim, mais des fois aussi on prenait des laxatifs pour aller aux toilettes, donc tout ça c'était mauvais, on allait au sauna, on buvait pas, enfin tout ça c'est mauvais, et puis voilà derrière j'ai eu 2 grosses blessures et voilà tout ça c'est vraiment très important là, l'hydratation, que ce soit aussi l'alimentation et puis le sommeil. Donc vraiment il faut vraiment faire attention à tout ça pour devenir champion quoi. C'est pas juste de l'entraînement, c'est vraiment même tout ce qu'il y a derrière quoi. Ouais. Quels sont les projets de Raihoushin pour le court terme, le moyen terme et le long terme? Voilà, les projets donc c'était moi je visais 2016 là pour les Jeux de 2016 Rio. Bon malheureusement j'ai eu ma blessure. Mais là déjà je me projette pour le 2020, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc là c'est le projet à long terme. Donc à court terme je pense c'est retrouver une bonne santé, me remettre bien en forme pour pouvoir attaquer à 100% les compétitions à venir. Et puis après il y a donc encore les championnats d'Europe cette année, il y a d'autres compétitions, l'année prochaine les championnats du monde, donc il y a toutes ces compétitions, les championnats de France dans une nouvelle catégorie pour moi, je vais passer en catégorie dessus parce que les régimes stop, j'ai plus envie quand même, c'est très difficile. Et j'espère ne plus éviter la casse blessure quoi. Donc voilà. Après au niveau des études aussi, je veux valider du coup passer mon diplôme d'état et puis après ma carrière pourquoi pas rentrer dans une école de gendarmerie ou la police et et derrière venir au Fénois et monter un club et si c'est possible une structure qui permet d'encadrer les jeunes et un mini INSEP quoi pour essayer de former les jeunes et pour pouvoir les envoyer ensuite à l'international quoi. J'ai 2 questions pour le papa. J'ai un fils. Qu'est-ce que je fais pour fabriquer un Raihoushin? C'est compliqué. Pour en faire un champion. Déjà, il y en a qui sont déjà nés pour être des champions.
Et je pense que la meilleure des choses, c'est l'éducation. Bien éduquer son enfant, il y a des règles à respecter. Et puis voilà, je pense que c'est ça, quoi. C'est plutôt l'éducation, on l'a éduqué comme il faut. Enfin, je pense qu'on l'a éduqué comme il faut. Et la deuxième question, c'est si c'était à refaire, ça serait, vous le referiez? Pourquoi pas. Peut-être en changeant la manière de faire après, quoi. C'est-à-dire? Peut-être pas faire comme on l'a fait au tout début, à partir de l'âge de 6 ans, quoi. C'était, enfin, trop poussé, pas assez ouais, non, trop poussé, ouais. C'est juste le problème que je vois, c'est que ce que je faisais à l'entraînement, moi, par rapport à moi, je faisais à l'entraînement, quand j'allais à la rame, j'étais à fond. Et quand je me suis arrêté pour m'occuper de mon fils, tout ça s'est répercuté sur lui, quoi. C'était 4 heures debout, footing. Et il se plaignait pas, quoi. Mais bon, après les années, tu te rends compte que bon, ça a été un peu exagéré, quoi. Sauf que maintenant, bon, il a un bon niveau et tout ça, mais bon, c'est vrai que... Est-ce qu'il aurait atteint ce bon niveau s'il n'était pas passé par cette classe? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que même moi, je me suis déjà posé cette question-là. Enfin, si je devais le faire tout ce que j'ai fait, est-ce que j'étais capable, quoi? Parce que, franchement, je limite, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais plus dur qu'aujourd'hui, quoi. Parce que, voilà, avec papa, on s'entraînait le matin, on allait courir avant l'école. J'allais à l'école, le soir, j'avais taekwondo, après j'allais à la boxe ou l'inverse. Donc, c'est qu'il y avait pas mal de choses, je m'entraînais vraiment dur. Et puis, si c'est à refaire, je pense que, je suis pas appelé là pour le moment, mais là aujourd'hui, voilà, si je me dis que je suis arrivé à ce stade-là, c'est aussi tout ça. Mais après, je pense que on n'a pas besoin quand même de pousser aussi loin, quoi, parce que il y en a des fois, je vois, il y a des jeunes que je voyais dans mon club. Ils ont voulu faire comme moi, et je voyais les parents qui poussaient les enfants après l'entraînement, ils étaient déjà fatigués, des fois ils rentraient en cours à la maison. Je pense que des fois aussi ça peut au contraire carrément casser le gosse, quoi. Donc c'est pas trop le pousser, il faut aussi l'écouter de temps en temps, et puis mais voilà, c'est vrai que ça m'a quand même apporté beaucoup, mais ça peut être aussi un peu dangereux, quoi, pour le gosse, parce que ça peut aussi le freiner dans son élan. Donc il faut vraiment trouver un équilibre, et bon, papa il a réussi, donc bon, félicitations aussi à toi, quoi. C'est toi aussi qui a réussi à trouver le juste milieu. Et puis bon. La prochaine fois qu'on se voit, c'est quand tu es qualifié pour la médaille olympique. Tokyo. Après ou avant? Après la médaille olympique. Non, après la médaille olympique. Après la médaille olympique à Tokyo, alors? Ok, vas-y, là. En quoi, taekwondo, boxe ou? On arrive au terme de notre émission, hein, ça passe très vite. Pour conclure, est-ce que tu aurais un message à l'attention de notre jeunesse, de Farah, mais aussi plus généralement la jeunesse de notre pays? Ben moi, le message que je veux vous donner, c'est de profiter de chaque instant de vos proches. Moi, je dis ça parce que moi, j'ai été touché aussi par les attentats qu'il y a eu à Paris. Parce que bon, ça pouvait être n'importe qui, ça pouvait être une tatie, un tonton, une amie. Donc moi, j'ai envie de dire aux jeunes de profiter de vos proches, des gens que vous aimez, parce que bon, c'est pas ce qui nous réserve demain, que voilà, des fois on entend des accidents de la route, donc soyez vraiment vigilants, et puis respectez les plus vieux, parce que enfin les anciens. Parce que moi, voilà, on m'a donné des consignes ou quoi, et j'ai pas écouté. Au final, c'est quand j'ai eu la blessure que j'ai compris mais c'est trop tard. Donc voilà, franchement, tous ces conseils là, il faut pas juste dire oui sans écouter. C'est du vécu, ils sont passés par là, et profitez de chaque instant, et puis bon, voilà, faites attention à vous, et puis du sport et encore du sport. Nice. Malolo. Ça, tout est top.